En 79 après Jésus-Christ, le 24 août, une fertile montagne de Campanie, le Vésuve, explosa à l'improviste, rayant de la carte les bourgs et les villes se dressant à ses pieds. Aujourd'hui, l'une de ces villes est réapparue pour venir nous raconter les splendeurs d'un monde qui semblait enseveli à tout jamais. Pompéi. Mais pourquoi donc autant de touristes continuent-ils à visiter un endroit sombré dans l'oubli il y a 20 siècles? Est-ce parce qu'il se trouve à la croisée des chemins de l'histoire? Est-ce parce que deux civilisations lointaines de millénaires s'y rencontrent enfin et y dialoguent, débarrassées pour une fois du fardeau des siècles qui les séparent? Lorsqu'elle fut frappée, Pompéi était l'une des villes les plus évoluées de la Campanie. Elle n'était d'ailleurs pas très jeune non plus, bien au contraire. Née 700 ans auparavant, elle avait connu la domination des Étrusques, des Grecs, des Samnites et, pour finir, de l'indomptable Rome antique, qui en fit une colonie en l'an 80 avant Jésus-Christ. Elle entrait alors dans son dernier siècle de vie, un siècle qui vit augmenter sa vocation commerciale. En effet, elle devint un lieu de vacances très estimé de la haute société romaine, qui y construisit de grandes villas enrichies d'innombrables œuvres d'art. Le commencement de la fin se fit entendre en l'an 62 après Jésus-Christ, lorsqu'un terrible tremblement de terre frappa la région du Vésuve, faisant des victimes et causant des dégâts à Pompéi aussi. La suite, c'est de l'histoire connue. La reconstruction était encore en cours lorsque, 17 ans plus tard, le Vésuve explosa à l'improviste et transforma ce merveilleux golfe en un obscur théâtre de mort. Ce fut un jeudi, le jour dédié à Jupiter, mais le père de tous les dieux ne se montra guère généreux avec cette ville qui le vénérait pourtant comme son saint protecteur. Une quantité immense de cendres et de lapilli se déposèrent sur la région, en formant un manteau de mort, et à la fin, une nuée de gaz toxiques se déversa sur les hommes et sur les choses, en éliminant toute forme de vie. Son souvenir s'éteignit petit à petit, et elle fut redécouverte 17 siècles plus tard seulement, grâce à Charles de Bourbon et à un groupe d'archéologues. Ces derniers la réveillèrent de son long sommeil à travers l'œuvre de restauration la plus étonnante de tous les temps. Cette redécouverte a permis également de recomposer l'aspect des habitants de l'époque, grâce notamment à une intuition du grand archéologue Giuseppe Fiorelli, qui avait fait remplir de plâtre liquide les cavités formées par les corps des victimes et par les objets décomposés, en donnant lieu à de parfaites sculptures du passé. Ces images macabres de l'histoire vous emmèneront à la découverte de Pompéi et des mystères qui l'enveloppent encore aujourd'hui. L'entrée principale était la porte Marina. Construite dans les vieux remparts, cette porte se composait de deux portées, l'une réservée aux piétons et l'autre aux chars qui transportaient les marchandises, notamment le poisson et le sel, depuis le port fluvial situé à l'embouchure du fleuve Sarno jusqu'à la ville. Au pied de la porte Marina s'ouvraient les bains publics suburbains, construits au 1er siècle après Jésus-Christ. Les Romains adoraient les thermes, car il s'agissait de lieux où ils pouvaient se consacrer non seulement aux soins du corps, mais aussi engager et entretenir des relations amicales. Dans le vestiaire, nous découvrons des scènes érotiques, un genre d'art que nous retrouverons d'ailleurs tout au long de notre visite. Il s'agit d'une série de positions amoureuses particulièrement audacieuses, parmi lesquelles, probablement pour la première fois, on trouve aussi deux femmes. Toujours est-il que les secteurs masculins et féminins étaient rigoureusement séparés. Plus loin, on découvre le frigidarium, la salle des bains d'eau froide,
décoré de stucs et de paysages marins, avec au fond une cascade. Suivent ensuite le trépidarium et le calidarium, les salles d'eau chaude avec 3 fenêtres donnant sur une vue panoramique. Une fois à l'intérieur de la ville, nous pénétrons au cœur de la vie sociale et religieuse de Pompéi. Nous sommes ici, au temple d'Apollon, l'un des plus anciens de Pompéi, construit dans la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition du grand temple de Jupiter au Forum, il fut le plus important sanctuaire de la ville. Tout autour, il y avait une double arcade de colonnes, et ces décorations comprenaient des autels sacrificiels et des statues de divinités. Il nous est donné aujourd'hui de pouvoir admirer les copies d'une statue d'Apollon et celle d'un buste de Diane. En bas de l'escalier d'accès, on trouve un autel en travertin, sur lequel apparaît une inscription attribuant sa réalisation au quatuor Vira, c'est-à-dire aux hommes qui gouvernaient la ville à cette époque. Près de l'autel, une colonne dorique porte une autre dédicace, nous rappelant que la construction, y compris la ligne méridienne placée en son sommet, a été financée par le Duum Vira, Lucius Sepurnius et Marcus Aurelius. En face du temple d'Apollon se dresse la basilique, grand édifice rectangulaire où l'on traitait les affaires et la justice. Sa construction remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ, et il s'agit pour l'époque de l'édifice public le plus important de la ville. Au fond, vous devinez les restes du tribunal, auquel les juges accédaient par un escalier en bois. Cette position surélevée servait à souligner la supériorité de l'instance de justice, mais aussi à protéger les magistrats contre les accès de colère des condamnés, quoique les procès se déroulaient selon des critères extrêmement modernes pour l'époque, avec une fonction de ministère public, une défense, des avocats et une excellente protection pour les accusés. Le Forum était au centre de la vie politique, administrative et religieuse de Pompéi. Souvent, on y donnait des spectacles organisés par des particuliers. Il était entouré d'une colonnade bâtie sur 2 étages et l'accès y était interdit aux chars. Au fond, se dressait le temple de Jupiter, principal lieu de culte religieux remontant au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce temple abritait la statue de la divinité et cachait dans ses souterrains le denier public, en latin Aerarium, et les offrandes votives. L'édifice de Maquis appartenait à une prêtresse vouée au culte de Vénus et membre d'une riche famille d'agriculteurs et d'industriels qui puisait sa richesse dans le commerce de la laine.
L'édifice, construit sur 2 étages, figurait parmi les bâtisses les plus spectaculaires du forum de par ses dimensions. Dans une niche, on trouve une copie de la statue de la prêtresse, une œuvre qui lui fut dédiée par la corporation des Foulones, qui regroupait les tisserands, les teinturiers et les blanchisseurs. Et ces derniers formaient l'une des industries les plus importantes de Pompéi. Le temple du génie d'Auguste était consacré à la célébration des empereurs. La logique veut qu'il fût adapté en fonction de l'empereur en titre, et à l'époque de l'éruption volcanique, Vespasien étant empereur, c'est à lui qu'il était dédié. Sur la partie antérieure, on trouve encore un autel en marbre entouré d'un bas-relief qui relate une scène de sacrifice d'un taureau. Au Macellum avait lieu le commerce de la viande et du poisson. Tout autour, des boutiques. Au centre de la place, une rotonde formée de 12 colonnes recouvertes d'une coupole, et au milieu, un bassin dans lequel on a même retrouvé des arêtes, des épluchures de fruits et de céréales. On pense en outre que la façade était occupée par les boutiques des argentari, les cambistes. L'arc de Tibère donnait accès au cœur de la ville. Il s'inscrit dans la tradition des arcs construits à la gloire des empereurs. À cette époque-là, ces arcs devaient être spectaculaires, revêtus de marbre, de statues et d'ornements. Un peu plus loin, on découvre un autre arc, tout aussi beau, le long de la Via Mercurio. Celui-ci est dédié à l'empereur Caligula. À son époque, il était surmonté d'une grande statue équestre. À proximité de l'arc de Caligula gisent les ruines du temple de la fortune Augusta, construit sur un haut podium et accessible par 2 escaliers. Ce monument fut, comme beaucoup d'autres, l'œuvre d'un particulier nommé Marcus Tullius, qui le fit ériger à ses frais. Un des attraits de Pompéi est représenté par ces maisons, qui nous donnent une idée exacte de la manière dont vivaient les familles romaines du 1er siècle. Certaines d'entre elles sont des demeures très luxueuses, immenses, et équipées de tous les services possibles, y compris les salles de bain avec eau chaude et eau froide, qui souvent alimentaient même de petites thermes privées. Celle que vous voyez ici est la maison de Pansa. Sa structure nous rappelle la perfection de l'ossature habitative romaine. Voici l'impluvium, qui servait à récolter l'eau de pluie dans une citerne. Nous passons ensuite dans le péristyle, jardin qui d'habitude était entouré de colonnes, de pièces de séjour ou de salles à manger, les triclinium. C'était un jardin qui donnait à la demeure un aspect de véritable maison de campagne en pleine ville, et en plus, dans ce cas-ci, il y avait un grand bassin. Un peu plus loin, nous trouvons la maison du poète tragique. Elle doit son nom à une splendide mosaïque qui évoquait une scène de théâtre. Réalisée sur le sol du Tabelin, cette mosaïque est aujourd'hui conservée dans le merveilleux musée archéologique national de Naples. Mais cette demeure est plus connue pour une autre mosaïque située à l'entrée et reportant l'inscription Cave Canem. Essayons d'en faire la reconstruction pour découvrir son aspect avant l'éruption volcanique. Dans l'entrée, nous avons l'impluvium, classique, avec tout autour les chambres de service. Plus loin, un petit jardin dominé par un laraire, un petit temple voué au lard, protecteur des familles. Le triclinium, salle à manger, nous offre de fresques. Vénus entourée de petits amours, et Ariane abandonnée par Thésée sur l'île de Naxos. Puis,
Il y a une autre belle fresque qui se trouve désormais au musée archéologique de Naples, qui représente le sacrifice d'Iphigénie. La maison la plus célèbre de Pompéi est la maison du Faune, construite autour du IIe siècle avant Jésus-Christ, sur une étendue de plus de 3000 mètres carrés. Le lieu est devenu célèbre grâce à la très belle statuette du Faune dansant, dont on peut admirer une copie en bronze dans la fontaine de l'Impluvium à l'entrée de la maison. Cette demeure contenait des œuvres d'art extraordinaires, comme par exemple la célèbre mosaïque recouvrant un sol tout entier, qui avait pour thème l'une des batailles, celle d'Issô peut-être, qui permirent à Alexandre le Grand de battre le roi de Perse, Darius. Il s'agit d'un véritable chef-d'œuvre pour lequel l'artiste a utilisé 1,5 million de petites tesselles colorées. Admirez aussi la beauté de ces immenses jardins entourés de colonnades, sur lesquelles s'ouvraient des salles protocolaires richement décorées d'œuvres d'art. Des statues, des fresques, des mosaïques, représentant des scènes d'animaux, des histoires maritimes et mythologiques, inspirées du monde égyptien. Un ensemble de pièces aujourd'hui conservées au musée archéologique de Naples et qui donne une idée claire des splendeurs et des richesses que cette villa abritait à l'époque. Poursuivons donc cette visite des plus belles demeures de Pompéi, tout en essayant d'imaginer la splendeur de l'époque. Voici la maison de Lara Maxima, une petite demeure certes, mais dont les décorations exquises font néanmoins deviner un haut niveau social et surtout le bon goût des propriétaires. Le nom de Lucrezio Frontone apparaît fréquemment sur les peintures murales, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette somptueuse demeure, ayant appartenu à un important politicien. À l'intérieur, on trouve comme de coutume l'Impluvium, avec son canal d'écoulement qui servait à recueillir l'eau de pluie dans une citerne. La maison tout entière est décorée de fresques mythologiques. Et voici les petits amours de Mars et Vénus. Le triomphe de Dionysos et d'Ariane.
d'Ésée qui reçoit le fil d'Ariane, grâce auquel il pourra s'échapper du labyrinthe. Narcisse, tombé amoureux de son image qui se reflète dans l'eau de la source. Une maison de haut niveau social, certes, mais qui n'a pas évité la mort à 7 de ses habitants, retrouvés dans une pièce où ils avaient cherché en vain refuge lors du drame. Nous entrons maintenant dans la maison des Petits Amours dorés, qui tient son nom d'une série de petits amours gravés sur des feuillets en or décorant le péristyle. Cette maison abrite d'innombrables témoignages artistiques qui ont fait d'elle l'une des plus belles demeures de la ville de Pompéi. Sur les plates-bandes du jardin se dressaient des bustes de divinités, des reliefs aux motifs dionysiaques, des masques suspendus entre les colonnes, des sculptures enchâssées dans les murs, le tout dans un contexte qui semble davantage s'inspirer d'un univers artistique et réel que de la vie quotidienne. Admirons le petit temple dédié au Lare, divinité protectrice, située sur l'un des côtés du péristyle, le grand jardin qui domine le centre de la demeure. À proximité de ce dernier se trouve un Sacellum, dédié à la triade divinité égyptienne, Harpocrate, Isis et Séraphide. Le dieu Anubis à la tête de chien est à leur côté. La maison des Veti, l'une des demeures les plus célèbres de Pompéi, appartenait à deux personnages très riches, deux hommes qui, après avoir été libérés de leurs conditions d'esclaves, s'enrichirent grâce au commerce. À l'entrée, nous trouvons l'étonnante image d'un Priape en train de peser son énorme phallus prophylactique. Cela servait à se protéger contre le mauvais œil, à l'aide d'une balance. Sur l'un des plateaux de cette même balance, il y a une bourse contenant des pièces. Vient ensuite le hall principal, avec au centre l'impluvium. Derrière, dans le prolongement d'une petite cuisine, on arrive dans un cubiculum, petite chambre à coucher, dans lequel nous découvrons une autre statuette, nous montrant un gros phallus ajouré qui servait de fontaine dans le jardin, et puis quelques petites fresques érotiques. Le péristyle, lui aussi, occupait une place centrale au sein de la demeure. Il s'agissait d'un jardin fleuri et agrémenté de jeux d'eau et de statues. L'eau s'écoulait dans toute la maison à travers des tuyaux en plomb. Mais la partie la plus belle de cette demeure, ce sont les fresques. On en trouve partout, notamment dans deux petits salons qui servaient de salle de repos, d'où on pouvait admirer le jardin. Dans le premier de ces salons, on trouve l'image d'Hercule, encore enfant, qui tue les serpents envoyés par Junon, jalouse parce que Jupiter l'avait mis au monde avec une autre femme,
Alcmène. Sur la paroi du fond est représenté le supplice de Panthée, roi de Thèbes, déchiqueté par les Bacchantes, après avoir refusé de faire pratiquer le culte de Dionysos dans sa ville. À droite, c'est le supplice de Dirce, reine de Thèbes, qui domine la scène. Amphion et Zétus l'attachent à un taureau pour venger leur mère, qu'elle avait fait incarcérer. Dans la deuxième pièce, nous pouvons admirer les images de la passion de Pasiphaë. Dédale fait don d'une vache en bois à Pasiphaë, épouse du roi de Crète Minos, dans le but d'attirer le taureau dont elle était éprise, et avec lequel elle donnera le jour au Minotaure, le monstre au corps humain et au visage de taureau. Sur le fond, le supplice de Icyone. Ce dernier, après être monté au ciel aux côtés de Jupiter, s'était hasardé à tenter de violer son épouse, Héra. Mais un nuage avait pris l'apparence de cette dernière, et de cette union seraient nés les centaures, créatures au corps de cheval et au visage humain. La dernière paroi est dominée, elle, par la scène d'Ariane réveillée par Bacchus sur l'île de Naxos pendant que Thésée s'enfuit en bateau. Mais ce ne sont pas les seules merveilles de cette demeure. Toujours dans le péristyle, mais d'un autre côté, on trouve l'accès au triclinium, un lieu parmi les plus raffinés des demeures de l'Antiquité. Le long des parois, on aperçoit les bandes noires sur lesquelles se succèdent une série de petits amours en train de travailler ou de faire du sport. On voit ainsi de petits amours fleuristes ou parfumiers, pendant que d'autres se déplacent à bord de bigues tirées par des antilopes. Et puis on trouve aussi des petits amours orfèvres, tisserands et plein d'autres encore, qui ensemble donnent lieu à une scène incroyablement ingénieuse du point de vue artistique et au goût exquis. La maison du labyrinthe, située à proximité de celle des Véti, est un autre exemple de style architectural remontant à l'époque des Samnites, c'est-à-dire au IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle doit son nom à l'une de ces mosaïques qui a pour motif précisément un labyrinthe. Notre pérégrination à travers la ville nous amène à découvrir souvent des petits coins dissimulés, bien à l'abri des groupes de touristes, et qui nous réservent des surprises. Nous voici ici dans la maison des Pygmées, où l'on trouve cette sympathique fresque nilotique qui prouve une fois de plus combien les Pompéiens appréciaient la culture égyptienne. L'amour des Pompéiens pour l'art et les ornements transparaît à travers ces deux figures, entre autres cette très jolie tête de porcelet, située dans une pièce qui n'en avait pas vraiment besoin, puisque c'était une cuisine. Puis, il y a les deux demeures de la Grande Fontaine et de la Petite Fontaine, qui prennent leur nom de deux fontaines donnant sur le fond du tableau. Elles sont ornées de stucs, de pâte de verre et de coquillages. Dans cette demeure, ayant appartenu à Pacius Proculus, nous pouvons admirer le sol splendide, recouvert de mosaïques en très bon état. La maison des Tchei mérite aussi une visite. Elle remonte à l'époque des Samnites. Admirez la splendide fresque murale au fond du jardin, sur laquelle on peut voir une scène de chasse.
Cette demeure tient elle aussi son nom d'une scène de chasse antique avec des fresques inspirées de scènes de chasse appartenant au quatrième style de la peinture pompéienne, c'est-à-dire à la dernière période. Dans ce qu'on appelle la villa de Cicéron, par contre, on trouva cette splendide mosaïque où nous pouvons admirer un groupe de figurants dansant au son d'un tambourin. Cette scène ressemble extraordinairement à une autre scène qui fait toujours partie du folklore napolitain. Pompéi a plusieurs attraits en dehors de ses murs d'enceinte. Reprenons donc notre promenade le long des nombreuses rues par lesquelles on accède aux différents quartiers. La chaussée magistralement construite permettait aux chars de bien y circuler. Elle était bordée de hauts trottoirs qui protégeaient les passants contre la grande quantité de déchets s'écoulant dans le caniveau. Rappelons qu'il n'y avait pas de système d'égout avant la sortie de la ville. Souvent, il y avait même des passages piétonniers, faits de blocs de pierre et agencés de manière à permettre aux passants de traverser aisément les rues. Nous nous dirigeons maintenant vers la partie nord de la ville, la plus élevée, d'où on peut encore admirer l'énorme enceinte. On peut observer les nombreuses tours, comme la tour de Mercure, qui avait servi à renforcer la garde avant la conquête de la ville de la part des Romains, avec lesquels commença une longue période de paix dans la région. À l'extrémité nord-ouest de l'enceinte, on trouve la porte d'Herculanum, l'une des 7 portes de la ville. C'était une porte à 3 portées, surplombée de voûtes en berceau, avec un grand battant en bois et 2 plus petits. D'ici, on rejoint la Via dei Sepolcri, l'un des cimetières de la ville. Il y a une autre nécropole importante à signaler, celle de Porta Nocera. Comme les autres, elle était située pour des raisons d'hygiène à l'extérieur de l'enceinte de la ville. Les tombeaux appartiennent presque tous à l'époque romaine. Ce sont surtout des tombes de famille où étaient recueillies les cendres des défunts. En effet, d'habitude, les dépouilles mortelles étaient incinérées. Les cimetières étaient situés généralement le long des grandes voies de communication pour attirer le regard des passants et assurer ainsi la mémoire perpétuelle des défunts et de leurs noms. Les riches se livraient d'ailleurs littéralement à des compétitions visant à construire de véritables monuments funéraires élégants et pompeux, comme celui-ci qui appartenait à la famille de la déesse Eumachie, dont nous avons admiré déjà un édifice au forum. Pompéi était un lieu important d'échanges commerciaux. Beaucoup de gens s'y rendaient pour y faire des affaires et s'adonner à des activités ludiques. Partout, ils trouvaient des tavernes et des thermopoles, un genre d'établissement semblable à nos bars, souvent décorés de peintures variées qui servaient à embellir l'établissement. Il y avait à l'époque un grand nombre de pistrines, des moulins à farine, où l'on fabriquait et vendait du pain. La farine était obtenue à partir de grandes meules en pierre volcanique. Elle était ensuite travaillée et cuite dans un four en pierre. Il y avait aussi un grand nombre de commerces communs, comme les barbiers. Et même un tripot fréquenté par des hommes et des femmes, une présence qui témoigne du goût des Romains pour les jeux de hasard. À part les thermes suburbains, Pompéi comptait 3 bains publics installés en pleine ville. Et nous sommes ici, à l'intérieur du Tepidarium, au terme du Forum. C'est une salle avec voûte, en berceau, réchauffée au moyen d'un grand brasier. Le long des murs se succède une série de niches décorées de statuettes en terre cuite représentant des Télamos. Juste à côté, nous pénétrons à l'intérieur du Calidarium où les clients prenaient des bains chauds dans un grand bassin commun et des bains de réaction dans un autre bassin plein d'eau froide. On lit encore sur celui-ci une inscription citant les noms des magistrats qui le firent construire, avec le denier public cette fois-ci. Le réseau hydraulique de Pompéi, alimenté par un aqueduc construit à l'époque d'Auguste, était une véritable merveille. Et cette construction aux proportions gigantesques mesurait environ 100 km. Elle naissait aux sources de Cérine, au pied des Apennins, puis elle contournait tout le flanc nord du Vésuve en apportant de l'eau dans 9 villes, y compris Naples. L'eau arrivait à Pompéi près de la porte de Vésuve, le point le plus haut de la ville. Un grand bassin de collecte, le Castellum Aquae, distribuait ensuite l'eau dans 3 directions vers les nombreuses fontaines publiques, les thermes et les demeures les plus riches.
fallait probablement beaucoup d'eau pour remplir la Fullonica, c'est-à-dire le lavoir. Ces installations étaient tellement nombreuses à Pompéi que les fullones, les lavandiers, formaient une importante catégorie professionnelle. Les tissus étaient lavés et écrasés avec les pieds dans de grands bassins qui contenaient généralement un mélange d'eau et d'urine. Et celle-ci remplaçait la soude en raison de son contenu en ammoniac. En latin, lupa, louve, signifie prostituée, et le lupanar était précisément une maison close. Ce métier était exercé dans beaucoup d'endroits de Pompéi. Mais ce lupanar était le seul destiné exclusivement à cette occupation. Il s'agissait d'un édifice à 2 étages avec 10 chambres, 5 à l'étage supérieur, plus spacieuses et confortables, et 5 au rez-de-chaussée, petites et très peu discrètes. Les lits de simples blocs en maçonnerie étaient recouverts de sacs, certainement peu hygiéniques. À l'entrée de chaque chambre figurent de célèbres dessins érotiques qui intriguent beaucoup les visiteurs et qui, à l'époque, servaient à évoquer les positions sexuelles que les filles de la maison close promettaient. Mais les lupanars étaient fréquentés en majorité par des esclaves et des visiteurs de passage. Les riches, eux, organisaient des rencontres dans leurs demeures confortables. Ou alors, sans même devoir dépenser les quelques pièces nécessaires, ils se servaient de leurs esclaves. Le forum triangulaire, autre grand espace consacré à la vie sociale et à la pratique du culte religieux, à part le forum de Porte Marina, devait son nom à sa forme particulière en triangle. Il s'agissait d'un lieu sacré, sur lequel se dressait un temple construit vers la moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ, situé juste en face de la mer. Le côté sud était occupé par un temple dorique et, juste avant, par un temple d'époque romaine, le Héroon, dédié, semble-t-il, au culte d'Hercule, mythique fondateur de la ville. Encore plus au sud, un puits creusé dans de la roche volcanique que l'on avait transformé en monument, en construisant tout autour un tholos, une construction circulaire fabriquée à partir de colonnes doriques en tuf. Le monde romain était ouvert et tolérant envers toutes les religions, comme en témoigne le temple d'Isis, le plus fréquenté de Pompéi à cette époque. Ce fut d'ailleurs le premier lieu de culte à être reconstruit après le séisme de l'an 62, ce qui démontre une fois de plus l'influence qu'avait la culture égyptienne sur le monde romain. Comme c'est le cas pour d'autres édifices de Pompéi, celui-ci fut également financé par un particulier, un esclave libéré plus précisément. Et puisqu'il n'avait pas le droit d'accéder aux fonctions publiques, il fit ajouter sur la pierre de commémoration le nom de l'un de ses fils âgé de 6 ans seulement. Le temple original remontait au IIe siècle avant Jésus-Christ et il était situé sur un haut podium auquel on accédait par un grand escalier. Le musée archéologique national de Naples abrite de nombreuses fouilles et objets d'art retrouvés dans ce temple, comme cette peinture représentant le mythe de Io, la prêtresse d'Héra Argiva, qui arrive à Canope et libère Argos de sa captivité. Tout près du forum triangulaire se trouve la zone des théâtres. Pompéi avait 2 théâtres publics. Le premier fut réalisé en 80 avant Jésus-Christ aux frais du même Duumvira qui avait fait don de l'amphithéâtre à la ville. Il avait un toit stable et pouvait accueillir environ 1300 spectateurs. Dans ce théâtre,
étaient représentés le plus souvent des spectacles de musique ou de mime. Le Grand Théâtre fut construit au IIe siècle avant Jésus-Christ et pouvait accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. Il était parfaitement équipé pour n'importe quel type de spectacle, y compris les difficiles jeux d'eau. Derrière le Grand Théâtre se trouvait la caserne des gladiateurs qui occupait un grand espace. Et c'est là que les gladiateurs logeaient et s'entraînaient. Tout le site est un précieux musée de graffiti illustrant la vie et le destin de ces hommes, souvent malheureux, qui dans certains cas devenaient même célèbres. Et c'est dans cette immense arène que prenait fin, de façon tragique souvent, la vie de ces acteurs de la mort. Nous sommes maintenant tout à fait à l'est de Pompéi, où se dresse un immense amphithéâtre, le plus ancien et le mieux conservé de l'histoire. Les Romains, c'est bien connu, avaient une passion pour les spectacles, surtout les spectacles de gladiateurs, et Pompéi, évidemment, ne pouvait se soustraire à cette règle. Le monument fut construit à leurs frais autour de l'an 70 avant Jésus-Christ par 2 magistrats qui, quelques années auparavant, avaient déjà fait don du petit théâtre de la ville. Cela démontre l'influence des spectacles qui permettaient certainement de réaliser d'importants bénéfices. Songez à ce que pouvait coûter la construction de structures capables d'accueillir 20 000 spectateurs. Les spectacles offraient surtout des combats de gladiateurs. Les gladiateurs étaient sélectionnés parmi les esclaves et les prisonniers de guerre. On les entraînait parfaitement bien à ces petites batailles qu'ils devaient mener sous les incitations virulentes de milliers de spectateurs. Parmi eux, on comptait de très nombreuses femmes, souvent attirées par ces hommes rudes. On prenait soin de les placer tout en haut des gradins afin d'éviter la promiscuité avec les hommes. Mais allons visiter les quelques demeures patriciennes qui manquent encore à notre promenade. Celle-ci, connue comme la maison de Ménandre, appartenait à Quintus Popaeus Sabinus. Elle fut construite vers la moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, sur une surface de 2000 mètres carrés. Le propriétaire devait être vraiment très riche, comme le démontre ce merveilleux service d'argenterie, 118 pièces pour un poids de 24 kilos, qui fut retrouvé en même temps que de nombreuses pièces de monnaie précieuses dans les souterrains de la maison. On peut y admirer aussi le charmant petit temple des Lares, les divinités protectrices des maisons. Toutes les pièces à l'intérieur sont décorées de fresques splendides. Voici la niche avec l'image de Ménandre, poète grec de la Nouvelle Comédie, citoyen d'Athènes à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Une abside nous montre Athéon transformé en cerf et déchiqueté par ses propres chiens, coupable d'avoir épié Diane nue pendant son bain. Ici, nous admirons une rencontre amoureuse entre un satyre et une Ménade, tandis que dans cette salle, ce sont des fresques du IVe style qui dominent. Dans cette même pièce, on trouve encore les squelettes de ceux qui avaient essayé de venir récupérer leurs biens, mais qui furent tués par les gaz toxiques. Dans cette autre pièce, le corps de l'administrateur de la maison est une fillette près d'une bourse de pièces d'or. Cette demeure possédait tous les conforts, y compris un équipement thermal privé richement décoré. Dans la grande salle se trouve un grand bassin entouré de 8 colonnes. On passe ensuite dans le Calidarium, décoré d'une très belle mosaïque au sol, montrant un esclave qui apporte des onguents à son maître, et une scène maritime.
On appelle cette maison ainsi parce qu'elle a été découverte en 1879, c'est-à-dire à l'occasion du 18e centenaire de l'éruption volcanique. Au fond du péristyle, un nymphéa avec une niche recouverte de mosaïques et où coule de l'eau qui se déverse dans un bassin situé juste en dessous. Tout autour, des fresques représentant des animaux et des combats de foire. Dans d'autres pièces, on trouve d'autres jolies fresques, certaines même à caractère érotique. La maison du Larère d'Achille se trouve dans la zone des théâtres. Le nom est lié à un sacellum situé dans l'entrée, l'atrium. Il s'agit d'un petit temple dont les reliefs retracent des scènes mythologiques. Dans la frise située dans la partie inférieure sont représentés les derniers épisodes de la guerre de Troie. Dans une autre pièce de la maison, on remarque une fresque nous montrant des scènes avec de grands éléphants. Près de l'amphithéâtre, nous allons maintenant visiter les dernières riches demeures de Pompéi. La maison de Laureius Tiburtinus, construite à l'époque des Samnites, puis restaurée selon la sensibilité artistique du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'une demeure cossue, comme le prouvent les très élégantes peintures que l'on trouve dans toutes les pièces. Une partie du jardin était réservée aux repas en plein air. Les plats arrivaient aux convives sur des plateaux que l'on faisait flotter sur l'eau du bassin depuis la maison. Ici aussi, on compte de nombreux témoignages artistiques. Sur le fond, nous pouvons admirer une fresque représentant Pyrame et Thisbé, dont les amours se terminèrent par un suicide. Et plus loin, une fresque de Narcisse, qui tombe amoureux de sa propre image. À noter que certaines de ces peintures sont les seules à Pompéi qui portent l'inscription Lucius Pinxit, c'est-à-dire Lucius est l'auteur de ce tableau. Le grand jardin était traversé par un canal qui simulait le Nil. Il était bordé de statuettes qui évoquaient le culte d'Isis et tout autour, des colonnades sous lesquelles les invités se promenaient. Tout cela dans un décor qui, à l'époque, devait être splendide. Près de la demeure de Laureius Tiburtinus se trouve la maison de Vénus sur un coquillage, découverte seulement en 1952. Elle avait appartenu à un habitant très riche de Pompéi. Le nom de la demeure est dû à une splendide fresque sur le mur du péristyle, sur laquelle on peut admirer l'image de Vénus allongée sur un coquillage entouré par les flots, avec à ses côtés deux petits amours. La peinture s'accompagne de deux œuvres, l'une représentant Mars, l'autre une fontaine. Et cette villa appartenait à une femme qui avait un sens très aigu des affaires. Elle exploita en effet la grandeur de sa demeure
ainsi que la crise du secteur immobilier après le terrible tremblement de terre de l'an 62, pour en louer une partie importante à des clients aisés. La partie la plus belle est celle qui donne sur le jardin, une élégante colonnade construite avec des piliers en marbre à rainures et des chapiteaux corinthiens qui s'ouvrent sur un triclinium estival revêtu de marbre et doté d'une fontaine en dénivelé. Dans un édicule situé au fond du jardin, destiné au culte d'Isis, on a trouvé un splendide tripode en bronze conservé aujourd'hui au Musée national de Naples. Terminons notre voyage à Pompéi dans l'un de ses endroits les plus célèbres, la Villa des Mystères, grande demeure suburbaine située au nord de Pompéi, avec une vue extraordinaire. L'édifice original remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ, mais par la suite, il fut agrandi et restauré et devint une splendide demeure patricienne. Après le tremblement de terre, elle fut transformée en ferme agricole. On trouve d'ailleurs des traces de cette transformation dans la grande cuisine et dans le quartier rustique, où a été construit le torcularium, une grande poutre en bois à la tête de bélier qui servait à presser le raisin. Sur une des parois, on remarque un graffiti représentant la caricature d'un sénateur dont nous connaissons même le nom grâce à une dédicace qui lui est adressée, Rufus. La villa est devenue célèbre dans le monde entier pour ses fresques, notamment celle qu'on trouve dans un cubiculum, petite chambre à coucher. Mais le secteur le plus beau apparaît dans la pièce mitoyenne. Nous parlons d'une des plus impressionnantes peintures murales de l'Antiquité. Un vrai spectacle qui se profile le long des parois. Parmi les nombreuses interprétations qui en ont été données, il y en a une selon laquelle il s'agirait d'un moment essentiel d'une cérémonie sacrée ayant trait au culte de Dionysos. Des cérémonies tellement à la mode que le Sénat dut intervenir pour en réprimer les fins orgiaques. Cette fresque comporte 29 personnages dans un spectacle qui commence par la lecture du rituel de la part d'un jeune enfant nu. Non loin de là, une scène bucolique avec un vieux Silène en train de jouer de la lyre et une panisque allaitant un chevreuil. Mais pendant ce temps-là, une servante s'enfuit, terrorisée par les scènes que vous allez voir. Un Silène abreuve un satyre, tandis qu'un autre essaye de l'effrayer en mimant un masque tragique dans une cruche de vin. Un peu plus loin, nous apercevons Dionysos, ivre et à moitié nu, s'abandonner sur les genoux d'Ariane. En continuant à regarder ce véritable film en peinture, nous tombons sur une jeune fille qui vient de découvrir le panier des mystères dans lequel se niche un phallus, symbole de la force génératrice de la nature. Un démon ailé est là pour assister. Il est prêt à flageller la jeune fille terrorisée qui s'est réfugiée dans les bras d'une matrone. Juste à côté, une bacchante se laisse aller avec une grande désinvolture à une danse. L'œuvre tout entière s'avère être l'une des productions artistiques les plus extraordinaires de l'histoire de l'art. Un chef-d'œuvre absolu de forme et de contenu. Notre voyage à Pompéi s'achève ici. Nous voyons encore la ville défiler sous nos yeux, mais sans toute cette foule de touristes qui l'envahissent chaque jour. Nous la remettons dans les mains de ses habitants, comme autrefois. Des ombres discrètes et figées dans le désespoir et la stupeur nous dépeignent encore la vie, l'art et le génie d'une civilisation tombée dans l'oubli, prête à évoquer avec orgueil la beauté impétueuse et blessée
de cette merveilleuse ville de Pompéi. Une ville qui fascine et séduit encore et toujours, orgueilleuse du souvenir laissé par son ancienne splendeur, et qui nous oblige aussi à méditer sur les caprices d'un destin railleur et sans compassion, capable de tuer tout un peuple pour le rendre immortel.